Ouais, du coup, aujourd'hui, on parle de AirSpec. Je sais pas où est-ce que vous en êtes où est-ce que vous en êtes dans le test en général. Est-ce que vous avez appris à THP? Rien du tout. Ok, cool. Ah non, bah après, moi, enfin, je réponds pour moi. On a vu des choses, on en a fait, on a écrit, enfin, dans les tutos qu'on a eu, on a écrit des tests Ok, pour valider que ça marchait. Voilà, mais le code était déjà écrit. Donc, en fait, on a écrit les tests pour du code déjà prêt. ok. Voilà. Et ouais, pour la première session qu'on avait fait Michael Hartel, c'était avec une approche TDD, donc on Ouais. faisait pas mal de tests. Ok. Et moi, perso, du coup, quand j'en fais, je me sers tout le temps de mini-tests. Ok. Euh, D'ailleurs, je connais pas trop la différence en fait entre RSpec et mini-test. Bah, c'est majoritairement de la syntaxe. Ok. Du coup, dans Minitest, tu utilises. Je sais qu'il y a deux façons d'écrire ces tests dans Minitest. Tu as la version sous forme de spec et la version sous forme de test. Donc, du coup, tu décris def, test, quelque chose à chaque fois. Ouais. Ok. Donc, c'est cette version-là. Ok. Donc, Ok. là, c'est là où il y a une façon d'écrire ces mini-tests qui ressemble à du RSpec. Donc, du coup, c'est comme, bah là, pourquoi tu utilises un mini-test? On y vient. Moi, je préfère RSpec pour la simple et bonne raison que je trouve que, au final, mes tests sont beaucoup plus lisibles que quand j'écris du Minitest. Ok. Dans Minitest, tous tes tests vont ressembler à vont être des fonctions en fait, Mhm. qui en général commencent par test. Euh, et en fait, tu te retrouves à faire beaucoup d'initialisation à l'intérieur de ta fonction. Ouais. Et ensuite tester des choses. Euh, dans RSpec, tu as tendance à avoir des blocs imbriqués. Tu dis, par exemple, je décris mon contrôleur. Dans le cas où je suis dans ça, alors je rajoute des choses dans mon contexte, etc. Donc en fait, tu décris ton contexte petit à petit et en fait, ta fonction, elle fait une ligne. Ta fonction de test en elle-même, elle fait une ligne. D'accord. Je vais montrer un exemple. Spec contrôleur, v1 box. Parfait. Donc par exemple, là, je décris un contrôleur. Donc je décris la méthode show. Bon, je dis que ça va. Ça ressemble vraiment à de l'anglais. On n'a pas ton écran, Ah par bah, contre. vous n'avez pas mon écran. Peut-être de vous. J'ai oublié de le partager. Ok, je le refais. Ok, c'est bon, vous voyez mon écran. Yes, c'est bon. Parfait. Est-ce que c'est assez gros pour vous? Je peux zoomer. Je peux zoomer un poil, ouais. C'est très bien. C'est super, c'est quand même super zoom, hein. Pour ça, ouais. Sauf que. Est-ce que c'est mieux? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Ok. Cool. Donc, je disais. Donc là, par exemple, je suis en train de tester un contrôleur. Mhm. Donc déjà, la différence avec un de RSpec, c'est que tu n'écris pas des méthodes, tu écris des blocs. Et ça a tendance du coup à être beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus lisible parce que tu écris vraiment des phrases à chaque fois. Du coup, je décris la méthode show de mon contrôleur. Je décris ce que ça fait. Ça fait quand il n'y a pas de machin. Ça rend. Voilà. Et je dis, par exemple, je suis dans un contexte où l'utilisateur est le créateur de la box. Donc du coup, je dis, bah, dans ce contexte-là, alors j'aurai mon utilisateur qui est créateur. Mais ce sera vrai uniquement dans ce contexte. Dans les autres contextes qui arrivent plus tard, ce ne sera pas ça. Ok. Avant tous mes tests, je voudrais que tu fasses ça. Et après, teste juste ça. Ok. RSpec, ça utilise expect, là où. Comment ça s'appelle? Minitest va utiliser assert quelque chose. Ouais. La grosse différence, c'est que dans Minitest, tu as assert underscore à peu près l'intégralité de la Terre. Là où dans RSpec, tu vas souvent avoir expect quelque chose to faire quelque chose. Donc là, par exemple, c'est tu auras expect ça to to equal box.id ici. D'accord. Pareil, ça ressemble plus à de l'anglais que Minitest, et donc du coup, quand tu lis un test, c'est assez simple de voir ce que ça fait. Ok. Par exemple, ici, en termes de test, c'est j'expecte que quand j'appelle cette commande, parce qu'on remarquera que c'est des accolades, donc en fait, c'est un bloc. Donc, Ok. quand je vais faire ça, je veux que ça change de false vers true. Donc en fait, il va appeler deux fois cette méthode, enfin ce bloc. Il va l'appeler une première fois pour dire je veux voir sa valeur de départ.
il appelle la méthode, il appelle le bloc à gauche, il rappelle ça, et il vérifie que du coup, ça a bien changé de false vers true. Ça permet du coup de faire des tests pour t'assurer que quelque chose a bien changé après avoir. Ah oui, d'accord. Tu t'assures que c'est bien ce bout-là de code qui a fait ce changement, Ouais. ce qui est assez technique à faire en mini-test, en fait. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on vérifie juste l'état après une séquence. Ouais. Bah, tu peux, mais c'est juste plus. Bah, en fait, tu vérifies l'état avant, puis tu vérifies l'état après. C'est juste que tu le fais à la main. Ouais, c'est moins la philosophie du truc. Bah, c'est ça. Là, tu t'assures que c'est vraiment ce bout-là qui va changer. Bah, là, le test, il est super simple, mais des fois, tu as des tests qui sont beaucoup plus complexes où tu as plusieurs changes et plusieurs trucs. Okay. Et du coup, les contextes, en fait, tu décomposes en sorte de modules où C'est ça. chaque fois c'est un use case. Enfin... Bah, c'est ça. Là, je dis. Je crée une. Bah, vous avez utilisé Subox, donc c'est clairement c'est la version API de Subox avec du Rails. D'accord. Donc la box, c'est une boîte à suggestions. Hein. Donc en fait, c'est quand j'en crée une, je suis un utilisateur authentifié. Du coup, en gros, je vérifie que quand je vais afficher la box pour la première fois, ça me rajoute dans les membres de la box. Okay. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment, je décris ce contrôleur, je décris la méthode show. L'utilisateur n'a jamais rejoint la box, alors ça. Oui, parce qu'en fait, dans ton contrôleur, chaque méthode a une action spécifique. Tu vas vérifier chaque action spécifique, enfin chaque fonction. Oui. Et si la fonction fait plusieurs choses, par exemple un create et un redirect, tu peux vérifier chacun. Oui, exactement. Et dans les tests, c'est une bonne pratique de vérifier chaque chose séparément. En fait, tu vérifies quasiment chaque action concrète dans tes contrôleurs. Oui. Dans tout, en fait. On y revient. Donc, ça tout à l'heure quand tu parlais de pas besoin de vérifier le front, puisque si ton contrôleur récupère la chose, tu n'es pas obligé d'y aller, quoi. Alors, tu peux vérifier au moins les actions. Moi, j'aurais tendance en front, moi, de vérifier au moins que ça marche sur le happy path. En fait, que tout marche de façon quand les utilisateurs font des trucs corrects. Vérifier les cas d'erreur. En test automatisé de front, ça commence à avoir un poids assez lourd, en fait, en termes de tout ce que tu dois tester. D'accord. Mais promis, je vais parler de qu'est-ce que je teste pas, comment choisir. Du coup, c'est un autre avantage, ça permet de faire ça. Format doc. Des fois, j'ai besoin de savoir exactement ce que fait mon application. Donc, du coup, tu peux lui dire, OK, décris-moi mes tests. Donc, pour en faire de la doc. Donc, du coup, on revient sur mon contrôleur de box. Dans la méthode show, ça fait s'il n'y a pas de machin, ça fait si machin. Si l'utilisateur est un créateur, alors ça fait ça. Si. Merci. Super doc. Hein. Ton code est vraiment clair et quand il y a un problème, tu sais où aller le chercher, quoi. C'est ça. Ah, c'est bon, c'est nickel. Voilà, donc c'est. Ne te demande pas où sont les choses. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'utilise AirSpec. Parce que ça me permet d'avoir ce genre d'affichage, parce que c'est plus lisible et ça me permet d'avoir des textes qui sont plus fins, plus finis, plus petits. Au final, avoir un texte plus petit, ça te permet que ce soit plus simple à lire a posteriori. On veut travailler avec toi là-dessus, on sait ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Mes tests, en fait, on en reparle, mais moi j'ai une couverture de test. Donc, justement, je vais en parler. Moi, je veux des choses que je rajoute à AirSpec, parce que j'utilise pas AirSpec sans rien du tout. Donc, par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est SimpleCov. Vraiment, j'aime file. Ok. Dans les tests, qu'est-ce que j'utilise partout? J'utilise partout. Où es-tu? Là, SimpleCov. Oui. Qu'est-ce que fait SimpleCov? Ça te permet de faire du test coverage. Ça te permet de. En fait, tu peux lui dire. Vim, spec. Est-ce qu'il est? Je ne sais plus où il est. Je pense qu'il est là. Oui, parfait. Ici. En gros, je lui dis
quand tu roules mes tests, fais-moi une test de couverture. Fais-moi des tests de couverture. Qu'est-ce que c'est qu'un test de couverture? Un test de couverture, c'est un test, tu vérifies par quelle ligne est passé ton programme. En fait, ça génère ce petit fichier-là. Ah, c'est comme ça que c'est calculé la couverture De test. Ouais. Le pourcentage, c'est le nombre de lignes parmi toutes les lignes par lesquelles le programme est passé. C'est par lesquelles tes tests sont passés, exactement. Et il y a aussi une moyenne qui est super importante, c'est en moyenne combien de fois tu es passé par chaque ligne. Ah ouais. Je n'ai pas compris ça. En fait, tu as tes tests. Imagine, prenons celui-là. Non, pas celui-là, celui-là, il est chiant à expliquer. Le box controller. C'est celui qu'on vient de voir. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une méthode show qui a été testée, parce qu'il est en cours d'écriture. Mais en gros, ce que ça dit que mes tests, là, tu as le nombre de fois que des tests sont passés par cette ligne. Donc, donc je suis passé 7 fois par cette ligne et 6 fois par celle-ci. Voilà. Et en quoi c'est important? C'est plus tu passes par une ligne et plus tu es sûr que tu as testé potentiellement tous les cas. Donc, c'est vraiment, les deux métriques sont vraiment importantes. C'est 100% de couverture de test, mais avec une fois par chaque ligne, il y a des chances que tes tests soient pas suivants. Donc, il faut le run plusieurs fois par chaque modif. Quoi? De quoi? Tes tests, il faut les run plusieurs fois. Non. C'est quand tu as fait rouler tous tes tests une fois, je suis passé 7 fois par cette ligne. Avec les différents tests, en fait. Ok, ah oui, d'accord. Donc, ok, d'accord. Très bien. Donc, tu as appelé différentes fois la fonction dans différents chemins. C'est ça. À chaque fois, ça marche. Oui, c'est ça. Et donc, plus de fois tu passes par une ligne, et plus il y a de chances qu'elle marche. Effectivement. Tu vas passer un endroit que tu n'as pas vu. Pas testé. Ouais, c'est ça. Et donc là, pour le coup, il y a une ligne dans laquelle je ne passe pas, c'est celle-ci, parce que je n'utilise pas scope, et que cette classe est une classe générée. Voilà. Donc, mais que je veux la garder parce qu'à un moment, je sais que j'en aurai besoin, mais je ne suis pas encore arrivé au moment où j'aurai besoin de cette ligne, donc elle n'est pas du tout testée. Voilà. SimpleCov, ça doit être bien documenté sur GitHub. Oui, mais comme d'habitude, au pire, vous avez ma. Ouais. Tu l'as partagé. Pas à Vince encore, mais si vous le voulez, je peux vous donner un accès à mon code. Du coup, voilà, donc ça c'est SimpleCov, c'est ce que ça permet. J'y reviendrai dans la partie protège-toi de toi-même. Protège-toi de toi-même. Dans les autres choses que j'utilise. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai fait une liste de choses dont je voulais parler. Factory. Est-ce que vous connaissez le principe de Factory ou pas du tout? Pour les tests. Non, Okay. à tout, tu vas dire. Parfait. Alors, Factory, ça vient d'une gel qui s'appelle FactoryBot, qui s'appelait avant Factory Girl. Si jamais vous tombez sur Factory Girl dans des explications sur Stack Overflow, quoi que ce soit, c'est la même chose. C'est juste qu'à un moment, ils se sont rendus compte que l'appeler Factory Girl, c'était pas très cool. Et que, du coup, ils l'ont renommé Bot. Mais dans l'idée, c'est que ça te permet de dire, dans mes tests, qu'est-ce que je veux? Je veux mon contrôleur, c'est très bien ça. Fais un box. On va reprendre le même, histoire de ne pas changer. Ici, j'ai une méthode qui lui dit hey, j'aurais besoin d'une boîte à suggestions et je voudrais que son créateur ce soit mon user de test. Mon user de test, c'est mon utilisateur que j'utilise partout, celui qui est authentifié en général. Mais en fait, ma box, elle a plus que juste un créateur. Elle a des membres, elle a un titre, elle a une description et tout un tas de choses. Et en fait, j'ai envie que quand j'écris mes tests, je vais lui donner juste les paramètres qui sont importants. Tu vois là, par exemple, ici, quand je lui dis crée-moi une box, je lui donne juste ses membres, mais je lui donne pas son créateur. Parce que je m'en fiche de son créateur, c'est pas ça qui m'importe. Et donc, du coup, comment est-ce que ça marche? Donc, pareil, c'est bien documenté. Je vous fais pas l'installation, je vous montre juste à quoi ça ressemble une fois que c'est créé. Ça te permet donc dans tes specs dans tes tests d'avoir un dossier factories qui ressemble à ça. Je dis définis-moi une nouvelle factory, donc qui va être celle des boîtes, des box. Donc je voudrais, elles auront toujours un titre, elles auront toujours une description, elles auront une short description, un suggestion type, un créateur. Mon créateur, si je te l'ai pas précisé, tu me crées un nouvel utilisateur à ce moment-là. Et éventuellement, je pourrais te dire, je veux une box avec des membres, et auquel cas, tu vas me créer
tu vas me créer entre 1 et 2 utilisateurs et tu vas les rajouter à cette boîte. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, du coup, dans mes tests, ça me permet de créer des objets en database à la volée sans avoir besoin de faire des box.create. Et là, je suis comme, ah, mais merde, il me faut un utilisateur. OK, user.create. Ouais, Et bien sûr. voilà. Et du coup, ça me permet de. Un DDC automatique. Mais justement, en test, je n'utilise pas de cible. Ouais, non, bien sûr, mais c'est pour tes tests en fait. Ouais. Virtuellement, c'est ça en fait. C'est ça. C'est en fait chaque test définit les objets dont il a besoin pour rouler. Ouais. Marc, il le fait, on voit qu'il a écrit ça. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que au début, par exemple, je dis crée-moi des boîtes, des box. Ouais, bien sûr. C'est comme un profile. In a certain way. Ouais, c'est-à-dire que tu lui dis une fois et ça marchera à chaque fois. Enfin, tu l'utiliseras à chaque fois. Bah ça, tu peux l'utiliser à chaque fois. Et donc, par exemple, j'en ai une pour les utilisateurs. C'est pour ça que je peux faire ici create user. Ouais, bien sûr. Voilà, je veux que c'est un email, je veux que c'est un username, je veux que tu mettes un password par défaut, etc. Ouais. Éventuellement, je te dirais que je veux que tu sois un utilisateur qui est confirmé, parce que j'utilise Ouais. Devise. J'aurais besoin que tu aies des box ou pas. Je veux que tu aies besoin, je join des box, etc. Et donc, en fait, ça me permet, du coup, quand je fais mes tests, d'écrire des trucs qui sont faciles. Donc, par exemple, si je vais vous montrer des tests modèles. Non. J'ouvre le fichier spec, modèle, user. Et donc, par exemple, quand je teste un utilisateur, je dis, bon, ok, crée-moi un utilisateur confirmé avec des box qui en a joint, qui a join des box. Et auquel cas, je vérifie que tous les champs sont bien remplis et marchent. Voilà. Donc, ça me permet vraiment, Factory Girl, ça me permet de faire ça. Factory Bot, pardon, ça me permet de faire ça. Juste la fonction, par exemple, dans ta page tout à gauche, Wix underscore boxes join, c'est toi qui l'as écrit. Oui, c'est moi qui ai tout écrit. Donc, en fait, c'est je définis un trait sur mon utilisateur. Et pour cette fonction-là, il fait ça. En fait, c'est ça. Je crée un utilisateur qui a ce trait, en fait. Tu peux lui donner des traits. Ok. Et donc, le fait de lui donner des traits, ça lui permet de le rendre un peu différent et du coup, ça te permet. Tout à l'heure, ton from false to true sur un utilisateur qui a joint une box. C'est ça. Bien sûr. Ça permet de faire chaque action et pas juste tout ce qu'il y a dans la fonction. C'est ça. Et en gros, le truc, c'est que, par exemple, là, je lui dis qu'il a besoin qu'il ait des box parce que ici, je vais vérifier qu'il en a bien au moins une. Ah ouais, bien sûr. Et que le premier membre les membres de la première box incluent l'utilisateur. Ça me permet de vérifier, c'est une relation NN en database, ça me permet de vérifier que mes modèles sont configurés correctement et que je peux faire des as many through et que ça marche. Que j'aurai pas de surprise désagréable à un moment. Ok, maintenant je vais pouvoir parler de Guard. Ok, donc ça c'est un autre outil, c'est un autre tool que j'utilise qui s'appelle donc Guard comme ça, comme un garde. L'idée de celui-là, c'est que ça va rouler tes tests automatiquement à chaque fois que tu vas changer un fichier. Je vais diviser mes écrans. Je vais fermer quelques trucs parce que là, il y a un peu trop de choses ouvertes. Et c'est pas très visible. Ok. Donc là, j'ai deux terminaux. En bas, en haut. En haut, je vais ouvrir mon spec de contrôleur. Toujours le même. On a déjà vu. Et en bas, je vais ouvrir Guard. Donc Guard, c'est un programme que tu lances. Ça se configure. Je vous montre juste après, en gros, comment je le configure. Mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Et en gros, si jamais je fais une modification dans ce fichier, j'en sais rien, moi, je vais lui dire que c'est pas égal à box.id, donc ça va pas marcher. Hein. Je change le test pour lui demander que ce soit l'inverse. Là, je sauve le fichier. Donc ça, c'est sauvé en Vim. C'est pour ceux qui connaissent pas Vim. Je sauve le fichier et automatiquement, ça va rouler le test qui correspond. C'est génial ça. Et ça me dit, ok, oui, j'ai des Nyan4 pour mes tests. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir la doc qui s'affiche. Parce qu'en fait, elle prendrait trop de place et ce serait pas agréable à regarder. Là, moi, je vois mes tests rouler un par un.
Tu peux avoir juste des petits points, hein. C'est juste moi qui aime bien les miennes, parce que c'est marrant. Ok. Et donc là, ça me dit, OK, j'ai roulé tes tests, mais juste pour ce fichier-là, parce qu'en fait, tu as modifié ce fichier-là, donc il n'y a pas de raison de rouler tous les tests de ton application. Ah oui. Et donc, du coup, je te dis, bah voilà, ça a échoué. Je m'attendais à ça, j'ai eu ça à la place. Ouais, mais c'est génial Bon. parce qu'au final, comme tu modifies fichier par fichier, ça te permet de ne pas te dire, tiens, je run le test dans 1 heure et de plus savoir ce que tu as fait précisément là-dedans. Exactement. Et ça m'oblige à rouler mes tests tout le temps. Moi Ouais. aussi. Et comment il sait, Alors, quel test prenait par rapport au fichier que tu as. Alors, il y a un fichier de config, mais conceptuellement, quand tu modifies un fichier de test directement, il roule il roule ce fichier de test. Ok, Là, pour c'est les. un fichier de test. Hmm. Et si c'était le contrôleur, en fait, il va utiliser son nom pour trouver le fichier qui correspond dans tes specs Ok. pour rouler celui qui a le même nom, en fait. Ok. Et sachant que si c'est des fichiers plus généraux, genre par exemple, si je dis que je modifie, donc là, je fais le application contrôleur, Hmm. contrôleur, allez, application contrôleur. Donc si je le modifie, je vais pas le modifier, je vais juste le sauver, mais ça va quand même considérer qu'il l'a modifié. Il va rouler tous les contrôleurs. Il va rouler les specs sur tous les contrôleurs parce que j'ai modifié l'application contrôleur, donc ça aurait pu changer quelque chose dans un de mes contrôleurs ailleurs. Voilà. Et donc du coup, un fichier de config, ça ressemble à ça. C'est super, c'est pas très compliqué, sachant qu'il le génère quasiment automatiquement à la main. Voilà, tu verrez dans la doc de Guard Rails. En gros, il y a un truc qui dit init Guard et en gros, il génère quasiment ce fichier. Je crois que les seules lignes que j'ai rajoutées moi, c'est ces deux-là. Ouais, ce que tu appelles factory. Bah oui, parce qu'à la base, il n'y a pas de factory et de serializer dans Rails. Donc comme je les rajoute, je lui dis, OK, quand j'ai une factory, quand je change une factory, donc si le fichier de factory change, roule les tests sur le modèle qui correspond. En gros, c'est cherche par exemple, si j'ai une factory qui s'appelle userFactory.rb, donc là, c'est une regex. Hein. Donc ça va matcher ici user et ça va le remplacer ici. Donc en fait, ça va rouler le test de model/user. Ok. Voilà. Et c'est pareil, si je modifie un serializer, je veux que tu me roules je veux que tu me roules le test de contrôleur qui correspond. Ok, ok. Voilà. Et en gros, par défaut, si tu changes le routing, alors tu roules tout. Si tu changes un contrôleur, bah tu modifies ça. Acceptance. Le reste, franchement, il se débrouille. Globalement. C'est juste, je rajoute des règles custom quand je rajoute des fichiers particuliers, mais c'est tout. Ok. Voilà. Ça, c'est vraiment pratique. Je sais pas si vous connaissez Faker, mais c'est assez marrant. Ouais, Ok. ça revient dans. Enfin, je m'en suis jamais. Ok. En fait, je m'en sers pour écrire mes factories. L'idée, c'est que plutôt que définir des variables à la main et que ce soit toujours le même titre et que du coup mes tests puissent être faussés par ça, parce que imagine j'ai toujours le même titre, bah, je pourrais tester égal le titre en dur dans mes tests. Et donc le truc, c'est que si je fais ça, si jamais je le change d'une façon ou d'une autre, j'ai un test qui foire alors qu'il devrait pas foirer. Ouais. Ou qui foire pas alors qu'il devrait foirer, tu vois. Parce que j'utilise la même chaîne de caractères à deux endroits et en fait je teste le mauvais truc. Donc ce que tu fais, c'est que tu utilises Faker qui anonymise des choses. Je vais vous montrer un peu comment marche Faker. En gros, l'idée c'est que là par exemple, ça va me donner des mots de type Lovecraft. Ça va me donner des quotes de Doctor Who. Voilà. Ouais, si tu peux vachement. Ok. Tu peux te faire plaisir. Ok. Il développe tout seul Lovecraft quand tu lui dis. De quoi En fait, il y en a beaucoup de définis par défaut. Alors attends. Hop. Faker. Ouais, quand tu le charges, il y a des choses. Quoi. Ouais, il y en a vraiment beaucoup de bases en fait. Attends, je crois que c'est dans lib local en. Voilà. Ça, c'est la liste des trucs que tu peux appeler. Effectivement.
Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes fan de Stargate, il y a des caractères, des quotes, des planètes. D'accord. Ok. Voilà. Et ils en ont fait pour à peu près tout. C'est génial. Mais Donc, donc, comment tu l'utilises précisément? je les mets dans mes En fait, j'utilise que dans mes factories quasiment. Et en fait, du coup, là j'ai 2 factories. Dans mes users, j'ai voilà, mon user il va avoir un email, donc donne-moi un email. Il a un Ah oui, oui. username, donc donne-moi un first name. Il a un password, génère-moi un password. Comme ça, tu n'as pas à mettre user comme tu disais, quoi. Exactement. Ouais, c'est génial ça. Hmm. Donc en fait, ouais, ton bot va te créer des utilisateurs virtuels Ouais, qui ont une identité anonymisée via Faker. ouais, c'est ça. Et D'accord. pareil pour les box, en fait, leurs titres sont aléatoires, leurs descriptions sont aléatoires, etc. Même toi, c'est génial quand tu vérifies où ça marche pas. Enfin, tu as des vrais noms. Enfin, c'est humain compréhensible. Oui, c'est ça. Et ça ressemble à quelque chose. Pareil, quand j'ai des listes de choses, j'ai toujours un nombre aléatoire de choses. Donc, ah oui, pardon. Create list, c'est un autre truc qui est donné par FactoryBot qui permet d'en créer plusieurs. Donc, par exemple, là, je veux créer plusieurs utilisateurs. Donc, j'en veux entre 1 et 2 utilisateurs et qui auront telle chose. Et là, par exemple, je crée des box et j'en veux entre 1 et 4. Tu vois. Donc, en fait, ce que ça me permet de ne pas vérifier que leur nombre est égal à 2. Je vérifie que le nombre est le même nombre que le nombre de boîtes de l'utilisateur. D'accord. Enfin, Ça a l'air d'être le random.rand, il vient d'où random? c'est de base en Ruby. D'accord, ok, il est de base. Ok. Et tu lui files une range d'integer et en fait, il tire un nombre au pif entre ça et ça. Voilà. Je vérifie si j'ai d'autres choses dont je pourrais parler. Gemfile. Est-ce que j'ai d'autres choses intéressantes à parler? Oui, ça, Shulda. Ok. Quand vous faites des tests de... Alors, je vais ouvrir un modèle. Donc c'est dans le modèle et je vais ouvrir mon modèle box, par exemple, pour rester dans le même style de choses. Ok. Donc ça, c'est mon modèle. Et il n'y a rien dans mon modèle, à part voilà, donc, les boîtes ont un créateur, etc. Ça a plusieurs memberships, ça a plusieurs members, through membership, et ça validate des trucs. Et en fait, les validates, c'est chiant à tester. Donc du coup, Shulda, c'est une gemme qui permet de le tester de façon plus facile. Hop. C'est une gemme juste pour les validations de modèles? Ouais, regarde. En fait, ça te permet d'écrire des tests comme ça. C'est It is expected to validate presence of creator. It is expected to validate machin. Ok. Et validate length of title. Ah oui, ok. Cool. En plus, c'est très compréhensible. Bah, ça te permet d'avoir des tests lisibles. Ouais, carrément. Excuse-moi, j'ai un switcher. Ok. Disons que c'est toujours le but dans les tests, c'est de faire des choses qui sont lisibles. Ouais. Ok, ouais, du coup, pour les tests de validation, ça évite d'écrire 15 fois. Ouais, bah tu crées pas une box pour vérifier que, ok, si je lui mets pas un créateur, est-ce que ça marche, mais Ce qui que est toujours valide. c'est ça. Et sachant que quand tu as beaucoup de validation, Mm. ça fait que tu es obligé de créer une box avec tout, sauf ça. Et tu le fais à chaque fois pour dire, ok, je prouve que ça marche. Si juste switcher de présent à présent, ça marche. Parce que les validations, c'est chiant à tester. Mm. Ça t'as tendance à écrire des tonnes de tests. Ok. Ne serait-ce que, en fait, il y a des trucs où Shulda, ça marche pas pour tous les types de tests Mm. de validation. Et en gros, quand tu es obligé de les tester à la main, c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur. C'est juste que ton test, d'un coup, il fait genre 8 lignes. Ouais, Parce que, par exemple, ce que ça teste mal, c'est tu peux valider qu'un champ texte ne prenne que certaines valeurs. Genre, tu dis que les valeurs que ça peut prendre, c'est stable, unstable et broken. Mm. Et donc, du coup, ça Shulda, il sait pas tester ce genre de choses. Et donc, du coup, ça, t'es obligé de le tester à la main. Ok. Et donc, quand tu le testes à la main, bah, tu es obligé de dire, OK, si je lui mets ça, ça marche. Si je lui mets ça, ça marche. Si je lui mets ça, ça marche. Si je lui mets autre chose, ça marche pas. Ok. Voilà. Normalement, c'est tout ce dont je voulais parler pour AirSpec en plugin rapidement. Ouais.
Ok. Est-ce que j'explique un peu à quoi ressemblent mes tests? Je réfléchis juste. Hein. Ouais, je vais parler de quand déjà. De quand est-ce que j'écris des tests. Ah oui. Moi, ça dépend. Pardon. Il y a 2 moments où j'écris des tests. Quand je suis en train de développer une feature pour la première fois, en général, je vais en faire une première version qui marche un minimum. Donc, du coup, j'écris pas des tests avant. J'écris une première version, je vérifie que ça marche, que j'ai commencé à écrire mes fichiers, que mes fichiers ressemblent à quelque chose, que j'ai un début d'architecture. Et quand j'ai ça, j'écris mes tests. Okay. Et là, il y a encore une fois, il y a 2 façons pour écrire mes tests. En général, ce que je fais, c'est que je commence par écrire. Alors, c'est ce que Airspec te permet de faire ça. Je sais plus à quel point c'est facile de le faire en mini-test. Mais par exemple, je pourrais écrire un test pour mes modèles qui dirait genre it blue. Ça veut rien dire, mais voilà. En gros, juste pour dire qu'il y a un nouveau test. Et là, tu remarqueras que j'ai pas donné de définition à ce test. C'est pas it quelque chose. En fait, quand il va le rouler, il va dire hey, il y a un test qui est pending que tu n'as pas écrit. Voilà. Et donc, du coup, je commence par écrire en anglais, du coup, juste tous les tests, tout ce que je veux tester. Ça permet d'avoir une première version de OK, j'ai une bonne idée de comment va marcher mon truc, puisque j'ai écrit tous mes tests. J'ai pas écrit le texte dedans, mais je sais déjà tout ce que je veux tester. Et après, c'est plus un espèce de back and forth entre mon modèle pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et mon test pour vraiment l'écrire. Parce que des fois, tu as juste un petit peu les deux. Parce que ton modèle, tu vas écrire une première version, puis en fait, tu vas te rendre compte que la façon dont tu l'as écrit, c'est pas très testable. Ouais. Et donc, du coup, tu vas faire ah ouais, mais en fait, c'est pas pratique. Donc, tu réécris ton test, tu réécris etc. Donc, tu as juste un petit peu les deux pour que tu aies ta fonctionnalité à la fin et qu'elle soit facile à tester et qu'elle soit testée. Okay. Voilà. Mais tu as écrit ta liste de fonctionnalités avant, ce qui permet d'être sûr que tu triches pas et que tu as bien tout testé. Okay. Et du coup, en général, tu les écris en mode TDD ou c'est de la pseudo-TDD parce que du coup, comme je disais, ah oui, c'est... moi, j'ai le nom de mon test qui me permet d'avoir un carcan pour penser. Ouais. Et après, j'écris le test. Ok. Une fois que tu as écrit le code... ouais, puis après, j'ajuste le code parce que ça va pas marcher. Parce qu'en écrivant le test, je me rends compte qu'il y a des trucs qui marchent pas. Donc, je rajoute des tests et je modifie le code pour qu'il soit complètement testé et solide, quoi. Ouais, en général, j'ai une première version qui marchote avant d'écrire vraiment le test, quoi. J'ai l'idée du test, mais j'ai pas le testé physiquement. Pourquoi je fais ça? Parce que je trouve que sinon, si tu écris tous tes tests avant, alors déjà, c'est particulièrement chiant d'écrire des millions de tests avant d'écrire ta première bloc de fonctionnalité. Et deuxièmement, tu as tendance à souvent over-engineer, dans le sens où tu vas trop découper ton produit, tu vas trop découper tes choses, puis tu vas, du coup, ça va bloquer ton implémentation parce que tu as écrit tes tests avant et que tu veux que ça marche. Et que changer des tests, c'est chiant. Et donc, du coup, tu le fais pas. Donc, du coup, tu te retrouves bloqué parce que tu as trop de tests écrits au moment où tu fais vraiment ton implémentation. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est un espèce de... j'écris quand même ce que je veux vraiment tester, mais je fais pas de la TDD parce que sinon, ça me contraint trop dans ma façon de coder. Et du coup, je me rends compte que ce que je code, c'est pas forcément aussi bien. Ok. De quoi j'ai dit pourquoi et qu'est-ce que tu dois tester Qu'est-ce que tu dois tester? J'ai envie de dire tout. En fait, c'est vrai. Je vais raconter une petite histoire marrante qui a trait avec la couverture de test. C'était genre dans les mois passés, donc ça devait être genre vers novembre, etc. Moi, j'étais pas mal en rush, donc du coup, j'ai tendance à avoir 100% de couverture de test quasiment tout le temps. Et là, il y avait une ligne, pas de couverture de test. Et en fait, j'ai un de mes collègues qui est responsable de l'automatisation de nos tests dans mon boulot, qui me fait hey, Denis, j'ai remarqué que tiens, c'est marrant. Enfin, t'as une ligne que t'as pas testée dans ton programme. Je fais ouais, bah c'est bon, c'est juste une ligne dans le cas où ça fail, etc. J'ai juste copié-collé le truc du dessus, je suis sûr que ça marche, quoi. Et en fait, il se trouvait qu'il y avait un bug là. Il y avait un bug dans mon programme, il était ici.
Donc on s'était tapé en prod et j'ai comme ok, effectivement, j'avais pas testé cette ligne. Donc j'aurais tendance à dire tout. C'est vraiment important de passer au moins une fois par ligne pour te dire ok, je suis à peu près sûr que dans un cas normal, mon programme marche. En gros, il faut se dire que la couverture de test, c'est ton maximum de confiance dans ton programme. Si tu as 90% de couverture de test, tu peux te dire que tu peux être confiant en ton programme à 90%. Il y a 10% où tu es sûr que c'est pas testé, et 90% où tu es passé au moins une fois, donc tu as des chances d'avoir testé tout ce qu'il fallait, mais que tu n'es pas sûr. Après, j'ai tendance à tester plus des behaviors que chaque ligne indépendamment de ma fonction. Et c'est pour ça que c'est super important d'écrire les tests, juste le texte des tests. Parce que ça te force à penser à un comportement et pas à dire ah oui, je vérifie que ça set à nil, tu vois. Mais en fait, on s'en fiche que ça set à nil. Ouais, ok, c'est dans tel cas d'utilisation, ça marche, et dans tel cas, ça marche. C'est ça. Ce que tu veux écrire, c'est des cas d'utilisation et pas de la vérification brute de ton programme. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on appelle les tests d'intégration ou c'est deux choses différentes? J'ai tendance à pas séparer les deux. Moi, je fais un peu. En fait, ma séparation entre les deux, c'est dire que mes tests d'intégration en général, c'est juste que je vais appeler mon programme de bord en bord. Donc, c'est-à-dire, je vais vraiment créer des choses en database jusqu'au bout. Okay. Je vais vérifier que ça le remonte bien. Okay. À la différence avec des tests de unit où tu peux dire, je vérifie ma classe en isolation. Où en fait, du coup, je dis, je considère que quand j'appelle mon modèle, ça va marcher. Je considère que quand je vais faire ça, ça va marcher. Et donc, en fait, tu moques ces appels-là en disant, bah, vas-y, réponds-moi des trucs que je te donne d'avance. Fais pas vraiment l'appel à cette méthode parce que je sais qu'elle va marcher. Je veux pas la tester maintenant. Ok. Des fois, ça sert que si, par exemple, tu as un processus qui est vraiment super long et que tu n'as pas vraiment envie de l'appeler parce que tu l'as testé par ailleurs, bah, du coup, tu dis, OK, ce bout-là, je le moque. Je veux pas que tu appelles vraiment ce bout-là de mon programme. Je l'ai testé d'une autre façon. Considère que les réponses qu'elle te donne sont toujours correctes. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir des tests qui sont plus rapides. Donc ça, c'est des tests qui sont plus unitaires. Et tandis que tes tests d'intégration sont des tests où tu vas aller, tu moques rien du tout et tu laisses taper jusqu'au bout. Alors, quand je dis rien du tout, c'est presque vrai. Genre, par exemple, si, je sais pas, t'appelles Stripe ou si t'envoies des emails, bah, t'as pas vraiment envie de le faire dans tes tests. Ouais. Donc là, éventuellement, il y a des bouts que tu moques. Okay. Tiens, justement, ça va amener une gemme qui est intéressante. Donc là, j'ai pas d'exemple à vous montrer tout de suite. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a une gemme qui s'appelle BCR. Donc ça, par contre, je peux vous montrer la gemme. T'as encore plus d'anglais que moi. Non, ce qui est fou, c'est que c'est pas mon seul navigateur. Et qu'il y en a pas, et qu'il y en a pas beaucoup sur ce PC et que j'en ai fermé ce matin. Voilà. Mais en gros, l'idée, c'est que des fois, tu vas faire des tests. Par exemple, si tu appelles Twitter, tu vas faire des tests avec Twitter pour vérifier que ça crée bien un tweet et que ça l'appelle bien et que tu vas faire des vrais tests d'intégration qui vont jusqu'au bout, qui vérifient que ça marche avec Twitter. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, Twitter, je vais l'appeler une fois et après, je vais considérer qu'il ne va pas changer. Okay. Et donc, tu dis, là, je suis en train d'écrire un test. Donc ça, c'est un test de type, je pense que ça doit être un mini-test. Et en gros, tu lui dis, bah, je vais faire un appel sur cette URL-là. Donc, tu fais vraiment l'appel une fois et ensuite, tu caches ta réponse. Et donc, les fois d'après, il ne fera pas vraiment l'appel. Il récupérera la réponse qu'il a déjà obtenue auparavant et il va l'utiliser pour dire, bah, il moque l'appel HTTP, il ne le refait pas pour de vrai. Okay. Il récupère ce qu'il a, il reprend ce qu'il a récupéré la première fois, puis il te le remet à la place. Okay. Ça fait que pareil. Ouais, vas-y. Ça sert à chaque fois que tu veux interagir avec une API ou faire des requêtes externes et. Exactement. Tu veux le faire qu'une fois plutôt que de. C'est ça. Ou alors que si tu as deux bouts dans ton programme, je sais pas, que tu es en train d'écrire, par exemple, là je suis en train d'écrire un truc qui est une API et je pourrais avoir envie d'écrire une gemme pour que les gens puissent s'interfacer facilement avec mon API. Et ben dans ma gemme, je vais pas avoir envie à chaque test d'avoir une API qui tourne pour pouvoir vérifier chacun de mes tests. Non, je vais faire l'appel une fois, je vais tout moquer
Et à chaque fois que je fais un changement dans mon API, je vais invalider ma cassette pour dire ouais, là, c'est là, faut que tu la recrées. Voilà. Donc en fait, tu supprimes ce qu'il a moqué. C'est des fichiers qui stockent dans fixture / ce que tu veux. Ouais, en fait, il a téléchargé une première fois le contenu et C'est après, ça. tu vas dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dois faire des upload, download à chaque fois. C'est ça. Et en gros, du coup, en fait, si tu veux le recréer, c'est juste que tu supprimes le fichier. Et comme il n'existe pas, il va le recréer. Ouais. Ça permet d'accélérer de façon assez violente tes tests et de pas avoir. Nous, on a au boulot, par exemple, on a genre 5 ou 6 applications qui se parlent entre elles. La première fois que tu fais tes cassettes, c'est une horreur parce que tu es obligé d'avoir les 6 applications qui tournent et qui sont configurées pour marcher les unes avec les autres. Puis une fois que tu as fait tes cassettes, tu peux travailler en isolation dans ton projet, tu n'as pas besoin d'avoir les autres qui tournent en même temps. Donc ça simplifie pas mal la tâche pour ça. En développement, tu peux avoir des limites de l'API que tu appelles en requête, en fait. Voilà, c'est ça. T'as plein de raisons pour lesquelles tu veux pas faire ton appel à Twitter toutes les demi-secondes parce que imagine tu utilises Guard et tu passes ton temps à sauver ton fichier. Et là, c'est l'appel en continu sur ton truc et Twitter il t'appelle et te fait oui monsieur là vous avez fait 800 appels dans la dernière minute, ça va pas être possible. Enfin, il n'a pas vraiment envie de faire ça. Voilà. Je vous montrerai des exemples de comment est-ce qu'on écrit des mocks après. C'est pas très compliqué. J'ai juste pas d'exemple sous la main. Pour ceux qui regardent la vidéo a posteriori, je donnerai des exemples soit je mettrai des exemples dans la carte, soit je me débrouillerai pour que ça apparaisse. Voilà. Vous, ça vous intéresse pas, quoi, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent regarder cette vidéo après. Ok. Qu'est-ce que je voulais montrer ensuite? Qu'est-ce que je vous parle? LinkedIn. Est-ce que le LinkedIn, ça parle Toi, ce que c'est, mais j'ai jamais utilisé de Linter. Ok, cool. Donc, normalement... bonjour, Karl, j'avais pas vu que tu avais rejoint. Oui, il n'a pas mis sa tête. Il a pas mis sa tête, puis il parle pas. J'ai ma webcam qui est un peu en train de bugger une fois sur deux. Donc... C'est correct. Non, je m'en fiche de voir ta tête en vrai. Parce qu'en plus, comme je disais, je l'avais même pas vu parce que je passe ma vie sur mon terminal sur ma page web. Donc, ok. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un linter? Un linter, ça va vérifier que ton code correspond à certaines conventions. En Ruby, il y en a un qui est très connu qui s'appelle Rubocop. Ouais. Mais tu vas avoir le même genre dans tous les langages possibles et imaginables. Okay. En JavaScript, c'est ESLint qui est très utilisé. En CSS, tu dois avoir CSSLint. En HTML, je ne sais plus trop ce que tu peux utiliser. Je sais pas qu'il y en avait en HTML, CSS aussi. Je pense qu'il y a des linters dans à peu près tous les langages de la Terre. Les gens se sont dit non mais j'en ai marre de coder que mes 30 développeurs dans mon équipe codent de façon différente et que du coup ils se tapent dessus parce qu'ils sont pas d'accord sur des règles. Tu les sets une bonne fois pour toutes et puis tout le monde les respecte. Et voilà. Ça a un autre avantage que forcer tout le monde à coder de la même façon, c'est que des fois ça... Ouais, vas-y. Il faut arriver à mettre d'accord tout le monde au début sur les règles qu'on va utiliser, quoi. Exactement. Et ça c'est pas forcément super dur à faire parce que éventuellement tu utilises un set de règles qui existe déjà. Ouais, okay. Voilà. Donc Rubocop, on a une par défaut. Elle est très très contraignante. Par exemple, qu'est-ce qu'il t'oblige à faire? Un truc super chiant. Il t'oblige que tes lignes fassent pas plus de 80 caractères. Donc 80, c'est quand même pas beaucoup. Il a plein de règles qui sont un peu chiantes et très contraignantes et où les gens font comme ouais, c'est bon là, il y a des limites à ce que je veux vérifier, etc. Elles sont bien ces règles-là, mais honnêtement, pour avoir essayé de coder avec, c'est vraiment chiant. Et donc du coup, Rubocop, ça se configure avec un point rubocop.yaml. Et du coup, on peut utiliser ce fichier-là, enfin, cette URL. Tu peux lui dire, je veux que tu hérites des règles qui sont présentes à cette URL-là. Donc, si on suit l'URL... Qui, du coup, sont plus cool que les... Ouais, en fait, ça parle des Rubocop de base et ça en enlève certaines. Ok. Ouais, en disant, non, ça, je m'en fous, en fait. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On remarque, c'est celle de base, mais il y en a quelques-unes qui sont enlevées. Et d'ailleurs, moi, j'ai tendance à en remettre parce que certaines je les trouve importantes. Okay. Par exemple, quelles j'ai tendance à remettre?
Je l'ai pas mis dans ce programme-là, mais je l'ai mis dans d'autres endroits. Je sais plus où elle est. En gros, il y a une règle que j'aime bien, enforce, qui est dire il faut que le dernier élément de tes tableaux et de tes haches, il y a une virgule à la fin, même s'il n'y a pas d'élément suivant, quand c'est sur plusieurs lignes. Ah bon? Parce que, en fait, comme ça, quand on rajoute un à la fin, tu te retrouves pas à te dire ah merde, putain, j'ai oublié d'ajouter la virgule sur la ligne du dessus. Ok. Voilà. Je croyais que ça faisait, je savais pas, je croyais que ça faisait planter justement quand Ah tu. non, ça marche très très bien. Où est-ce que j'ai un hash avec plusieurs éléments? Non, mais je te crois. YML, il est où? De quoi? Le point YAML, il est à la racine. D'accord, ok. Il est là. Voilà. Et en fait, par défaut, il va télécharger le fichier HTML et il l'appelle pas à chaque fois que tu appelles Robocop parce que sinon ce serait une horreur. Ouais, carrément. Et en fait, donc, il le télécharge une fois, il l'implémente dans rubocop.yml et toi, tu peux servir dedans. C'est ça. Non, en fait, tu lui mets ici, donc il le télécharge. C'est plus, tu lui dis je veux celui-là, donc il va aller le télécharger et il le cache pour toujours. Ouais. Et donc, tes modifications custom, elles sont là-dedans. Ouais, c'est ça. Et moi, je mets des modifications en particulier. Par exemple, je lui dis, comme AirSpec, c'est que des blocs, c'est if, do, machin. Je lui dis, bah non, vérifie pas la longueur des blocs dans mes specs, parce que c'est juste chiant. Parce que ça peut juste pas marcher parce que AirSpec ne fait que des blocs. Ou pareil, dans mon guard file, le guard file, donc le truc qui gère guard, c'est un énorme bloc. Et donc en fait, il me dit oui, mais ton bloc il fait plus de 20 lignes, c'est pas acceptable. Oui, je sais, mais c'est juste une config, je m'en fous. Donc tu peux lui dire non, ignore ça. Et ça, c'est dans mes deux autres trucs custom ça c'est conseillé. Il a des règles en plus spéciales pour Rails. Je vais en parler dans 5 secondes. Et ça dit je veux que tu m'affiches quand je fais un Rubocop et quelque chose qui passe pas, qui passe pas, je voudrais que tu m'affiches ce qui marche pas. En fait, quel est le nom de la règle qui a failli? Parce que sinon, il dit juste là, il y a une erreur et il est moins verbeux. En fait, ça l'oblige à être plus verbeux et du coup, plus d'infos. Du coup, je disais, Rails, par exemple, l'avantage du linter, c'est que des fois aussi, ça t'apprend des choses sur le langage. Je vais vous montrer mon modèle. Split, app, modèle, box. Regardez. Il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, pas si longtemps, je mettais gros guillemets sur pas si longtemps. Je connaissais pas inverse off et je savais pas du tout ce que ça faisait et je m'en fichais complètement. Je sais pas si vous savez ce que fait inverse off. Non. En gros, ça lui dit. Alors là, par exemple, c'est une box qui belongs to un créateur. Ok. Et donc du coup, ça lui dit dans ton user, dans ton créateur que tu vas avoir récupéré. Si tu veux récupérer ta box de base, ça correspond à ça dans ton utilisateur. Je ne sais pas si je suis clair, probablement pas. Je me doute, c'est pas super simple à expliquer. L'idée, c'est par exemple... Ok, ici. Là, j'ai mes deux belongs to as many. Ouais. Donc, ils vont ensemble. Il y en a un qui s'appelle boxes, l'autre qui s'appelle creator. Et ça lui dit, ok, ton creator, son inverse ici, c'est boxes. Ouais. Et là, ton inverse, c'est creator. Ok. Ça permet de dire que c'est plus facile pour Rails quand il fait ses requêtes et il les fait mieux, en fait, quand il a cette information-là. Ah oui, donc tu ne serais pas obligé de le mettre. Tu n'es pas obligé de le mettre. Mais lui, il comprend. En fait, quand tu l'écris, tu penses implicitement qu'il comprend, mais si tu le précises, c'est encore mieux, quoi. C'est ça. Et en fait, ton linter, si tu lui mets pas, je vais quitter Core parce que je n'en ai pas besoin. En fait, Rubocop, il me manque, mais ok. J'ai pas sauvé le fichier. Donc, ici, c'est possible. J'adore la formulation. Voilà, il te dit, ici, tu as oublié de mettre un inverse off. C'est génial, Rubocop. Oui, pour ça, c'est pas mal. Sachant que quand c'est des règles plus standards, en général, il te pointe vers la page du guide qui correspond. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que je peux faire Je réfléchis à un truc où je suis sûr qu'il y a une page de guide.
que ça, il y a une guide. Je pense que c'est une page de guide. Je suis pas sûr. Hein. J'essaie de trouver un exemple. Non. Mais là, par exemple, il dit que je pourrais jamais arriver sur cette ligne-là. Et donc, il y a crédiblement un problème quelque part. Ah, attends, si, ça. Genre, dans les règles, il y a une force des espaces. Pour que ce soit plus lisible. Voilà. En fait, il te met un petit lien que tu peux suivre et qui t'explique pourquoi est-ce que tu devrais faire ça. Pourquoi est-ce que tu devrais faire ça. Donc ça, c'est une espèce d'énorme style guide de OK, ça c'est bien, ça c'est mal. Voilà. Et là, c'est très long. Et Rubocop t'oblige à se respecter toutes ces conventions. Ok. Faut vraiment les désactiver, quoi. À moins de les désactiver à la main. Mais par exemple, dans les conventions qu'il a, c'est celui-ci. C'est... Non, ça, c'est pas toujours vrai parce que celle-là, elle n'est pas obligatoire. Mais par exemple, c'est ça. Celle-là, elle y est. C'est sûr. Et en gros, ça dit que oui, tu utiliser cette syntaxe raccourcie, c'est plus agréable à lire que celle avec des flèches. Quand c'est des symboles. Surtout plus chiant à écrire en plus. De quoi? C'est aussi plus chiant à écrire. Oui, ça n'a aucun avantage. C'est moins lisible et c'est plus chiant à écrire. Je veux dire, bon, partant de là, bon. Par contre, si tu as des choses qui sont mélangées, tu utilises la même syntaxe partout. Ah oui. Pour la simple et bonne raison que sinon, c'est bizarre à lire. Voilà. Et donc, ça t'oblige à avoir un truc qui est à peu près clean dans ce sens-là. Et j'ai enlevé les espaces, donc il me casse les pieds. Voilà. Sachant que les linters sont pluggables dans à peu près tous les éditeurs de la Terre. Donc, tu peux dire à ton éditeur, utilise Rubocop pour vérifier mes fichiers. Genre, je veux dire, si Vim le fait, ça veut dire que j'espère que tous les autres éditeurs de la Terre le font. Et Parce que, il me le met là. du coup, comment ça se passe? Il le run à chaque fois que tu sauvegardes le fichier? Alors, ça dépend. Tu as plein de configurations. Dans Vim, tu as un plugin qui te permet de lui dire à chaque fois que tu modifies le fichier et que tu fais une petite pause, roule-le. Okay. Parce qu'il ne le fait pas à chaque fois que tu appuies sur une touche, parce que sinon ce serait horrible. Mais il le fait, ouais, dès que tu arrêtes de taper, pendant un tout petit moment, il le reroule sur ton fichier en cours. Ok. Moi, j'utilise Sublime Text 3 et il le fait. Quasiment tous les éditeurs peuvent faut rouler les linters. Atom, je sais qu'il le fait. Atom, le problème, c'est que je crois qu'il le fait pas en parallèle. Donc, du coup, il te fait laguer ton PC quand il le roule. Ah oui. Ouais, C'est tout court, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est Atom. Mais du coup, tu peux lui dire de le faire, par exemple, juste quand tu sauves ton fichier. Ok. Ce qui marche aussi, hein, honnêtement. Puisque de toute façon, quand tu sauves ton fichier, tu fais déjà une pause, donc tu peux te permettre que ça lag un tout petit peu à ce moment-là, c'est pas forcément très grave. Parce que bon, Rubocop, c'est pas le truc le plus lourd de la Terre. Okay. Voilà, donc oui. Ok, j'ai cru que j'avais coupé quelqu'un. Voilà, donc les linters, c'est super important. Si vous l'utilisez, ça vous apprend des choses dans le langage, ça vous dira hey, là, tu es en train de faire un map et ensuite tu fais un flatten. En fait, tu pourrais faire un flat map, qui est une fonction qui fait les deux en même temps. C'est juste mieux. Enfin, ça fait partie des règles qui te précisent quoi. Ah, j'avoue comme ça. Okay. Et du coup, tu le mets de base dans tous tes projets Rails? Dans tous mes projets Rails, je copie dans tous mes projets Ruby, hein, parce que t'es pas obligé d'avoir du Rails. Ouais. C'est juste que dans tes projets Rails, tu mets pas ça, quoi. Dans tes projets pas Rails, tu mets pas ça. Et en général, je mets toujours le inherit form. Voilà, je mets toujours ça. J'exclus souvent le schéma.rb parce qu'il est toujours des blocs. Enfin, j'ai pas envie qu'il vérifie ce fichier, il est généré à la main et voilà. Et j'exclus toujours cela et voilà. En fait, j'ai quasiment toujours les mêmes choses et je le copie-colle ce fichier de projet en projet. Ok. Voilà. Pour le rajouter dans Rails, c'est juste une gemme à rajouter? Ouais. Je suis en train de faire un... Slash Rubocop, où est-ce que tu es? Là, voilà. Ok. Faut bien mettre le require false. De toute façon, ça sert à quoi le Alors, bundle, quand tu lances Rails, tout ce qui n'a pas de require false, il va le require par défaut. Mais Rubocop, quand tu lances Rails, tu n'as pas envie qu'il le require parce qu'en fait, tu t'en fous dans ton Rails serveur ou dans ton Rails console. Ah ouais.
Ouais, tu veux juste qu'il l'installe, mais tu veux pas qu'il require tes choses. Ok. Voilà. Pareil, Guard. J'ai pas envie qu'il le require quand il lance. Donc, voilà, je n'ai pas besoin. Voilà. Ah, ok. Les linters et les tests, c'est super cool parce qu'en fait, ça te permet de te protéger contre tout ce que tu pourrais faire de mal, en général. Parce que, en vrai, tous les développeurs sont feignants. Hein. Et si vous ne l'êtes pas encore, après le 30e copier-coller, vous le serez. Copier-coller un tout petit peu différent, parce que bon, copier-coller, c'est être feignant par défaut, mais. Et en gros, tous ces petits tools, ça vous permet de vous obliger, plus ou moins, à coder de façon propre. Donc c'est vraiment pour te protéger contre toi-même en premier. Parce que voilà. Et en gros, dans les autres trucs que par exemple, SimpleCov, tu as une option pour lui dire je veux que tu fasses échouer mes tests si ma couverture elle n'est pas suffisante. Okay. Là, pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo sur les ou qui étaient là, mais en fait non, qui n'étaient pas là parce qu'il n'y avait personne. Donc ceux qui ont regardé la vidéo sur les outils de déploiement que j'utilise, en gros, pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que du coup, moi, je bloque mes commits et mes push en fonction de est-ce que mes tests et mon linter passent. J'ai pas le droit de committer si ça passe pas. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai ajouté des fichiers. J'ai fait un commit bidon pour ça. Des gens m'ont fait remarquer que j'explicitais pas assez ce que faisaient mes commandes. Donc, en fait, c'était un git add all. Moins all, je sais jamais l'écrire. J'ai trop l'habitude. Ouais, c'est ça. Et donc là, je vais faire un git commit moins m. Qu'est-ce que j'ai fait là? Test for box show controller. Et là, en fait, il y a un hook qui démarre à ce moment-là et qui va rouler, du coup, ça c'est mes tests. Et ensuite, il roule mon Rubocop. Et si les deux passent, alors il commit. Sinon, il commit pas. Comment je fais ça? C'est dans mon... du coup, c'est le seul truc pour lequel j'utilise le JavaScript en général dans mes projets Rails d'API, parce que tu dirais pourquoi est-ce que tu utilises JavaScript pour du back-end et qu'il n'y a pas de node? En fait, juste parce qu'ils ont une librairie qui est super bien qui s'appelle Husky, comme le chien. Package.json. Voilà, donc c'est littéralement, j'ai rajouté Husky et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. En général, on n'utilise pas, on n'édite pas ton fichier, le package de JSON à la main, tu utilises yarn. Et donc, du coup, ça va être yarn add moins développement, c'est ça? Oui, moins dev, pardon. Et là, tu lui dis, je voudrais Husky, s'il te plaît. Ouais, ok. Bon, j'ai pas la bonne version de Node d'installer, mais c'est pas forcément important. Quand je l'ai installé, je l'avais. Voilà. Donc, j'ai juste ajouté Husky ici. Et l'idée, c'est que ensuite, quand tu fais donc du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va créer des git hooks et qu'ensuite tu les définis comme ça. Cette ligne-là. En fait, ça dit à chaque fois avant de committer, roule rspec et rubocop. Voilà. Tu peux lui donner n'importe quelle commande bash ici et il va la faire. Et si ça fail d'une façon ou d'une autre, ça arrête le commit, ça bloque le commit. Ok. Voilà. Et donc du coup, ça te permet de te protéger du fait que tu n'as pas écrit assez de tests, par exemple. Et que du coup, tu vas avoir des trucs qui fail. Je vais vous montrer comment on écrit. Voilà, ça, c'est les règles pour SimpleCov. Si tu lui dis, ouais, ok, quand tu exit, vérifie que j'ai un couverture minimum sur tout mon code de 90%, que par fichier, j'ai au moins 80%, et arrête-moi si jamais il y a eu un drop de 5. De 5 lignes pour n'importe lequel de mes fichiers. Voilà. Et
si c'est passé genre de 82 lignes testées à 80, attends, moins 5. J'aurais pas dû utiliser 80. Si c'est passé de 86 à 80, donc ça veut dire qu'il y a eu 6 lignes de moins, Oui. et ben du coup, il m'arrête. Il me dit non, là, ton test, c'est pas valide parce qu'il y a eu trop de pertes de couverture sur ce fichier-là. Ok. C'est en nombre de lignes, c'est pas en Je pourcent. crois que c'est en nombre de lignes, mais c'est peut-être en pourcentage. Mais au pire, si c'est Sur 5%. le principe, ok. En principe, c'est ça. C'est s'il y a trop de robes de couverture, c'est que tu testes pas assez. Voilà. Donc c'est vraiment, tu te forces à tester, tu te forces à faire tourner tes linters. Parce que si tu le fais pas, même si tu es une équipe de professionnels qui développent jour le jour et que vous êtes 30, euh, vous allez, euh, le repo principal, le repo de votre app va finir par être cassé. Il y a des gens qui vont pas rouler le linter de JavaScript parce qu'ils font du Ruby, tu comprends, donc c'est pas vraiment important. Ceux qui font du JavaScript vont changer le code Ruby, mais ils vont pas rouler le linter. Les gens roulent pas forcément toujours les tests, etc. Ok. Mais oui, c'est contraignant. Je comprends que des fois c'est difficile et que tu de faire, mais en vrai c'est mieux. De quoi j'ai dit que je parlais après? Shared example. Est-ce que j'en ai sous la main? Non. Perspec, ça a un énorme défaut. Comme tu n'écris pas des fonctions, mais que tu écris des blocs, des fois c'est chiant de partager du code entre deux tests. Ou d'écrire des tests généralisés, tu vois. Tu peux pas faire un define qui définit plusieurs tests, etc. Tu peux pas faire beaucoup de, entre guillemets, métaprogrammation dans tes tests. C'est compliqué à faire. C'est pas vraiment fait pour ça et je trouve pas ça très pratique. Donc du coup, à un moment, ils se sont dit bon, on peut quand même implémenter un système de shared example. Okay. L'idée, c'est que un shared example, c'est une liste d'exemples que tu définis dans un fichier à part et ensuite tu l'inclus dans tes différents fichiers. Par exemple, dans un projet où je travaille, tous mes contrôleurs, quand tu les appelles sur la méthode index, ils vérifient que je veux vérifier sur tous mes contrôleurs dans la méthode index que, je sais pas, j'ai au plus 25 éléments et que j'ai bien des liens de pagination qui sont indiqués dans ma réponse en JSON. Voilà. Je veux vérifier que si je lui ai indiqué un paramètre de tri, il est respecté. Je veux vérifier tel truc. Et en fait, ça marche pareil pour tous les contrôleurs. Parce que quand je trie par ID, peu importe le contrôleur, je veux que les ID dans les trucs qui me sont renvoyés soient toujours dans l'ordre ou dans l'ordre inverse en fonction de comment je lui ai indiqué que je voulais sortir. Je veux vérifier un nombre d'éléments, peu importe si ça renvoie des users, des box, des suggestions, ce que tu veux. Je veux que ce soit toujours 25 en plus parce que je fais de la pagination. Et donc, du coup, je peux écrire des espèces d'exemples généraux. Et dans tous mes contrôleurs, je dis « It behaves like an index controller ». Voilà. Et c'est tout. Et donc, du coup, ça va importer tous ces tests généraux dans tous mes contrôleurs. Okay. Voilà. Honnêtement, ça simplifie pas mal la tâche quand tu te rends compte. Au début, tu n'en mets pas un. Et puis à un moment, tu te rends compte, bon, ça fait 5 fois que j'écris exactement le même test. Je vais donner un exemple de truc. En fait, je pourrais même le faire en live. Ouais, sauf que faire en live, c'est un coup à ce que ce soit. J'écris pas assez souvent en fait, c'est plus que j'écris pas assez. Je configure pas assez souvent les shared examples pour pouvoir le faire en live sans que ce soit l'horreur et que je passe 3 heures à tester des trucs. Okay. Mais l'idée, par exemple, ce test-là, c'est typiquement le genre de choses que tu as envie de mettre dans un shared. Le fait que ça fail quand t'es pas authentifié, bon, ça a l'air d'être le truc que dans tous mes contrôleurs, je vais avoir envie d'avoir. Okay. Voilà. Et donc, du coup, je vais dry ce test-là et je vais l'écrire une seule fois. Et puis, du coup, dans tous mes contrôleurs, il va le tester. Enfin, je vais l'intégrer dans tous mes contrôleurs. Et là, plutôt que fails, avec un truc qui n'existe pas, je pourrais me débrouiller pour l'écrire pour qu'il fail si ma ressource n'existe pas. Et je veux qu'il fail tous et je veux tous qui me répondent not found dans mes shows. Je veux dire, ça a l'air logique. C'est quand tu lui files un ID qui n'existe pas, j'ai envie qu'il me renvoie un not found dans tous mes contrôleurs de la Terre. Donc, j'ai pas besoin d'écrire un test à chaque fois.
ça évite aussi d'écrire de faire des copier-coller que tu vas changer un tout petit peu et donc du coup tu vas rajouter des erreurs dans un de tes tests à un moment où tu vas moins bien tester dans un autre. Euh, Le mocking, est-ce que vous en avez déjà fait ou jamais fait? Est-ce que ça vaut le coup que j'en écrive un bout pour vous montrer? Moi, ça me dit rien. Ok, bah, du coup, je peux en écrire un live. Parce que ça, par contre, j'en écris tout le temps. Ok. Donc là, j'ai mes deux trucs en parallèle. Hein. J'ai mon test et mon contrôleur qui correspond. Ok. Et en fait, ici, pour récupérer ma box, j'appelle un interactor. Pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo, j'en ai parlé vite fait. Un interactor, c'est un espèce de service. Ça permet de pas écrire de code de métier dans ton contrôleur. Pour moi, ne sert qu'à une seule chose. Il ne sert qu'à parser tes paramètres, tes current users, vérifier que ton user est authentifié, vérifier ce genre de choses, et faire du render. Mais tout ce qui est oui, alors je veux que tu joins le. Attends, en fait. Mais je vais montrer ce à quoi ressemble. Voilà. C'est ce que fait mon Finder Genbox. Il trouve la box. Si le user n'est pas dedans, il l'ajoute dans les membres et ensuite il la renvoie. Voilà. Tu peux imaginer des trucs ultimement complexes hein, dans tes interacteurs, mais dans l'idée, c'est dire tout le code qui est vraiment de la logique, qui correspond à ce que fait ton app en vrai, ça ne devrait pas être dans un contrôleur. Ton contrôleur, il s'occupe de déparser du JSON, quoi. Ou whatever. Ou décider s'il renvoie du HTML ou du JSON, choisir sa view. En fait, ton contrôleur, c'est un espèce de chef d'orchestre. Il ne devrait faire que ça. Sinon, assez vite, tu te retrouves avec des méthodes de contrôleurs qui font des milliers de lignes, et c'est horrible. Voilà. Et si c'est pas tes contrôleurs qui font des milliers de lignes, c'est tes modèles. Tu as le choix. De toute façon, ce code-là, il doit être quelque part. Hein. Du coup, c'est soit tu le mets dans tes modèles, soit dans tes contrôleurs, et donc soit tu as des modèles immenses, soit des contrôleurs immenses, soit les deux. J'ai vu aussi les deux. Des fois, c'est horrible. Du coup, tu sais pas où chercher les choses, c'est parfait. Voilà. Mais bon, pour la petite histoire, là, l'idée, c'est que ce que je dis, c'est, imagine, pour le coup, j'en ai pas, parce que Find Join Box, je le teste complètement dans mon contrôleur. Donc, par exemple, j'ai pas du tout de test pour celui-ci, pour mon interacteur. Mais l'idée, c'est que par exemple, je pourrais avoir des tests à part pour vérifier que lui, il marche bien. En gros, s'il avait un comportement plus compliqué que faire quasiment rien, je le testerais à part dans son propre fichier de test. Si c'était le cas, eh ben, en fait, là, pour vérifier que mon contrôleur il marche et pour faire un test unitaire, j'aurais pas vraiment besoin de l'appeler pour de vrai. Donc, du coup, je voudrais le moquer. Donc, du coup, je vais faire un exemple. Je vais démarrer Guard. Hein. Comme ça, quand je sauverai, ça me fera des tests. Et donc, du coup, ce que je vais dire, c'est j'expecte que cet objet-là reçoit receive, qu'on l'appelle avec call et qui renvoie, je sais pas moi, qui renvoie la première box qui existe. Voilà. Et ensuite, donc ça, je lui dis, voilà, je te moque. Quand tu appelleras, en fait, j'override ta méthode call, en fait. Et tout ce que je veux, c'est juste que tu renvoies box.fr. Je veux pas du tout que tu fasses ce que tu fais d'habitude. Okay. Voilà. Et en gros, du coup, ça fait qu'il va pas du tout appeler ce code-là parce qu'il est déjà testé par ailleurs. J'ai pas besoin de le rappeler, éventuellement. Et ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Parce que du coup, je suis pas obligé d'aller jusqu'à ma base de données, vérifier est-ce que mon membre, enfin, les members de ma box incluent cet utilisateur, etc. Et donc, du coup, je lui dis, ensuite, fais ça.
Et avant, je vais juste créer la box, hein, parce que je n'ai pas de box à ce moment-là. Donc. Voilà, ça, ce sera un test complètement valide. Ça dit donc, du coup, crée-moi une box. Je n'ai pas besoin de nom, je m'en fous. Voilà, donc, crée-moi une box, authentifie-moi, parce qu'en général, j'ai besoin que mon utilisateur soit authentifié. Et du coup, j'expecte que ça reçoive la méthode call et que ça va renvoyer ça. Et ensuite, je fais mon appel, je fais mon appel de contrôleur, de test de contrôleur. Si jamais cette méthode-là n'est... Pardon, qu'est-ce que j'ai oublié? Box. Ok, oui. J'ai box.id ici. Et... Quoi? Ah, ok. Parce qu'en fait, mon find machin, il renvoie un objet qui répond à la méthode box. Et il me dit que c'est pas le cas. Bon, il faudrait que je moque un peu plus profondément pour lui moquer un espèce de faux objet qui renvoie box. Okay. Bon, en fait, si je pourrais le faire. Et quand on t'appellera sur la méthode box, tu renvoies box.first. Ok. Donc ça, c'est un deuxième type de mock. En fait, c'est pas mal que je l'ai fait. Donc là, mon test devrait passer. Sauf s'il veut vraiment me faire mentir. Ah, c'est mieux. L'idée, c'est que là, j'ai créé un faux objet, en fait. Okay. Je lui ai donné un nom pour que ce soit plus facile à débugger si jamais j'ai des bugs. Et je lui dis, ok, tu vas avoir une méthode qui va s'appeler box, et quand on va l'appeler, tu vas renvoyer ça. Ok. Et donc lui, du coup, je lui dis, bah ouais, quand on appellera méthode call sur toi, renvoie le résultat. Ici, il y a un expect. Donc ça veut dire que si jamais il n'a pas reçu cette méthode call, ça veut dire si mon code il est mal fait et que du coup je fais pas cet appel-là, alors du coup mon test fail. Si après que tu aies défini cette ligne-là, il n'y a rien du tout en dessous qui appelle cette méthode call, ton test échoue. La preuve, si je commande cette ligne, donc là il va rien se passer en dessous, et que du coup lui il va jamais être appelé, il va jamais recevoir l'appel. En fait il dit voilà, je m'attendais à ce que tu m'aies appelé avec n'importe quel argument, je m'en fiche. Et en fait, je n'ai jamais été appelé, et donc du coup, il y a un problème dans ton code quelque part. Ton expectation n'est pas, ton attente n'est pas reçue. Il est 8h30. Ok. C'est à peu près en ligne. Hein. De quoi? Sur le programme que tu as fait, tu vois, à un moment, tu as écrit If I have time. Bah, c'est presque. Ouais, c'est ça. Ah, et j'ai déjà parlé de intégration et unit testing plus tôt sur. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Bah, moi, il faut que je digère. Ouais, c'est probable, mais. N'hésitez pas à me poser des questions a posteriori. N'hésitez pas s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, s'il y a des termes que j'utilise qui ne sont pas du tout clairs, parce que pour moi, c'est des choses que j'utilise tous les jours, donc je ne me rends pas forcément compte. Bon. J'ai arrêté de partir sur mon compte parce que j'ai plus besoin de le partager. Pour ma part, comme tu expliquais, je vais commencer à écrire mes textes après ton tuto. Donc en fait, là, je vais reprendre mon projet, où j'en suis, et les ajouter au fur et à mesure. Je viens de le dire, j'aurai des questions a posteriori. Oh, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Ouais. Et puis, il n'y a pas de questions bêtes. Bon. Voilà. Moi, je pense que je vais tester AirSpec aussi, du coup. Je trouve ça vraiment plus agréable à écrire que Minitest. D'expérience. J'ai vraiment les deux. Ouais, j'ai vraiment les deux. Hein. Ouais. Sinon, par défaut, il y a Minitest sur Rails. Il y a Minitest, mais donc du coup, tu peux lui dire, quand tu fais un Rails new, tu peux lui dire, je veux pas de test. Et après, tu rajoutes AirSpec, puis du coup, tu les mets. Ouais, ce que tout le monde fait quand tu vas sur Stack Overflow, à chaque fois, tu as Rails new, -t. Ouais, c'est ça. Je veux pas les tests. Parce que en vrai, je veux mettre AirSpec. Bon, tout le monde le fait pas, mais. Okay.
Ouais, Et vas-y. toute bête, qui a un peu rien à voir. Est-ce que ça vaut le coup? J'ai vu aussi beaucoup de méthodes de base, donc le skip test et aussi la base de données qui est déjà en PG, en Oui, Postgres. oui, oui, moi c'est pareil, c'est toujours quelque chose que je fais. Ouais, c'est Euh, ça. Tu as du SQLite en local, sachant que tu vas basculer après chez Heroku. ouais, sachant que, bah, attendez, je vais vous montrer moi ce que j'utilise pour faire ça, parce que ça peut vous simplifier Parce que j'ai aussi. vu aussi, je me demandais si. Ok, très bien, bah, je vais faire ça. Est-ce que vous utilisez Docker ou pas du tout? Non, pas Sinon, encore. ok, alors je vous conseille de l'utiliser de façon ultra simple, dans le sens où vous l'installez, donc sous Mac c'est assez fait. Vous utilisez Mac ou Linux? Les deux. Ok, Très Linux. ok. Alors sous Linux, je sais pas à quel point ça marche bien. Je vais parler pour ceux qui utilisent Mac, parce que sous Linux, je sais pas à quel point ça marche. J'ai jamais testé en fait. J'ai pas l'occasion, j'ai pas de Linux sous la main pour le tester. Il y a un tool en fait. En fait, pour les autres, Docker marchera très bien, mais j'en parlerai plus pendant la vidéo sur Docker parce que c'est un peu plus complexe à mettre en place. Pour ceux qui utilisent Mac, il y a une version super simple de l'utiliser. C'est que ça s'appelle Kitematic. Donc c'est un truc qui s'installe avec Docker Mac, peut-être Docker Linux maintenant, mais je suis pas sûr. Qui dit en fait, comment je fais pour revenir à la page de base? Parce que là c'est cool, mais peut-être là. Ouais, parfait. J'ai besoin d'installer, je sais pas, Redis sur ma machine. Donc je lui dis, hey, est-ce que tu pourrais me créer un container Redis, s'il te plaît? Donc il donne le container Redis. Voilà. Et il fait tourner le container Redis. Et il me dit qu'il a linké le port 6379 avec le port 32700, etc. sur ma machine à moi. Donc si j'appelle Redis sur ce port-là, il va appeler mon container directement. Parce que des fois, installer Postgres, installer Redis, installer Name it, parce que ça, c'est les trucs qui sont faciles à installer, mais des fois, il y a des trucs à installer sous Linux, c'est une horreur sans nom, ou même sous Mac, hein, surtout sous Mac. Genre Postgres sous Mac, des fois, c'est super chiant. Et donc, du coup, bah, tu l'installes pas vraiment, et tu utilises juste Kitematic, ça te Ah, souffle si de je la vie. comprends bien, je l'installe pas. Bah, tu installes Docker, Ouais. en fait, et ensuite, tu dis, je veux que tu me télécharges. Tu ne l'installes pas sur ton Mac directement, tu l'installes dans un Docker. Et ensuite, tu les démarres, tu l'arrêtes, tu les supprimes. Quand je fais mon Rails New, je ne mets pas, je le mets pas. Hein. Alors Si, finalement. si, 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 parce qu'il faut quand même qu'il se connecte à ton Postgres, mais ton Postgres, tu l'installes pas directement sur ton Mac, tu l'installes dans un Docker. Ça Ah, simplifie ton process d'installation, en fait. ouais, effectivement, j'ai pas le. Effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Ok, ok, top. Et après, effectivement, dans mes passes, je préciserai mon adresse spécifique dans le Docker. Exactement. En fait, moi, ce que je fais en général, c'est que je change le port de base, parce qu'en fait, dans Settings, tu peux lui dire tout ce que tu veux, hein. Et donc, Donc, tu je lui mets dis, en fait, de zéro. bah, utilise le même port, en fait. Parce que ça veut dire que c'est le port de base de Postgres, par exemple, ici. Et donc, du coup, bah, que Rails, c'est celui qui va chercher par défaut. Donc, même pas besoin de lui dire. Pour lui, c'est transparent. C'est comme si tu l'avais installé en local. Ah, c'est génial ça. Et honnêtement, tu peux faire la même chose avec Docker. Mais j'en parlerai plus tard parce que c'est sous Linux. S'il n'y a pas de thématique, tu peux faire la même chose de façon assez simple. Donc, dans mon Gem5, je supprime ma Gem SQLite 3, je mets ma Gem PG et je la fais tourner dans mon Docker et il fait tout seul. C'est ça. Mortel. Qu'est-ce que je... Avec Heroku, j'imagine, parce que de toute façon, en prod, il est précisé que c'est du PG. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser la même base de données en développement et en prod parce que tu n'as pas de surprises désagréables après. J'ai eu des surprises désagréables au moment où je suis passé en prod et où il y avait un truc qui marchait pas exactement pareil. Et même si Rails te protège plutôt bien de ça. J'ai juste une petite question. Peut-être que les mecs sont malins. Vu que c'est la même base et qu'il y a un container qui se balade, est-ce qu'il ne peut pas faire le seed de ce que tu as en local directement sur Heroku? Non, et heureusement, parce que des fois, moi, ce que j'ai en local, je le veux pas du tout sur Heroku. D'accord, ok, très bien. Il n'y a pas de. Ok, donc, comme on disait la dernière fois, en console, tu récupères, tu fais un seed en prod. Si tu as envie de rajouter des choses en prod, oui, tu peux faire ça. Moi, en général, ma prod est vide et je rajoute des choses. Mais ouais, j'ai pas envie d'avoir les mêmes seeds. Ouais. Les deux. All good. All good pour moi. Merci beaucoup, Denis. Mais de rien. Okay. Ouais, je sais pas si vous avez d'autres questions, sinon je vous propose de stopper. Bah, pour l'instant, non, j'ai pas d'autres questions. Non, ça va aussi pour moi. Cool. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt avant de stopper le partage, je vais stopper. Comment je fais pour arrêter l'enregistrement?